sans transition donc, ou presque, puisqu'on est déjà un petit peu en retard, on va passer à la rencontre suivante. Bravo d'abord. Donc après Yal, on va passer une heure avec un autre écrivain tout aussi intriguant et tout aussi singulier dans le paysage français. Il s'agit de Xavier Moméjean. Alors, je ne sais pas si c'est... D'abord, est-ce que vous m'entendez tous? Okay. Je ne sais pas si ça vaut la peine de présenter Xavier. Je pense que si vous êtes là, c'est que vous connaissez l'animal, qui en est un nombre de romans assez conséquent. En fait, la première fois que nos chemins sont croisés, c'était il y a quasiment une quinzaine d'années maintenant, dans le cadre d'une anthologie préparée par André-François Ruot qui s'appelait Passer et composer, où Xavier Moméjean avait publié une très jolie petite nouvelle qui s'appelait la Vénus anatomique, sur laquelle il est revenu quelques années après, dont il a tiré un roman qui a dû avoir, il me semble, le prix Rosny Aîné. Et donc Xavier, en tout cas en ce qui me concerne, Xavier est avant tout un nouvelliste. D'ailleurs, je suis souvent fasciné par... C'est un maître de la petite nouvelle cruelle. Je me souviens de nouvelles, une petite nouvelle qui s'appelle Ravenuka, par exemple, qui décrit un camp de concentration parfait, ou La fin du monde, qui parle de cannibalisme rituel, oui, avec tout ce que cela peut supposer, bien sûr, d'écho de résonance religieuse, de provocation maîtrisée, de réflexion plus ou moins vertigineuse. Le tout sous une forme très ramassée, très contrôlée. C'est un maître de la composition. Je ne vais pas vous parler que de ces nouvelles parce qu'il y a aussi beaucoup de romans. Je vous parlais de la Vénus anatomique, mais plus récemment il y a Lilliputian, il y a American Gothic, d'ailleurs. Toute une série de romans. J'imagine que vous les avez lus ou que vous en avez lu quelques-uns puisque vous êtes venus à cette rencontre. Donc je vais plutôt vous parler aussi des autres activités de Xavier. Xavier est un essayiste, toujours pour les moutons électriques. Il a publié des essais qui sont souvent des biographies. J'en vois effectivement un qui s'affiche en face de moi, qui sont souvent des biographies plus ou moins romancées de personnages de fiction. Encore un exercice très, je ne sais pas comment il faut dire, moméjanien, de fiction sur la fiction, de mise en fiction de personnages qui sont déjà des personnages de fiction, traités avec un grand sérieux, comme si c'était des personnages historiques, avec là encore ce vertige un peu particulier du regard sur sa propre écriture et sur le sujet de sa propre écriture. Mais Xavier est aussi bien directeur de collection, y compris parfois de collections. Je vois que certaines ont vécu assez brièvement parce que les collections qu'il dirige sont très souvent à la limite entre les genres. Ce sont des collections militantes qui sont à la limite entre le fantastique, la science-fiction, beaucoup d'autres choses. Mais Xavier est aussi chroniqueur à la radio dans Mauvais Genre de François Angelier sur France Culture. Mais Xavier, je ne l'ai pas encore vu comme éditeur à proprement parler, mais ça ne saurait tarder. Non, éditeur, non. Il y a une chose qui mon travail que j'aime beaucoup, c'est l'adaptation radiophonique, les pièces radiophoniques. Je pense que c'est un exercice très plaisant parce que j'ai beaucoup adapté pour France Culture, Conan Doyle, Edgar Poe. Commenter un peu le son, rapprocher le micro de ta bouche. Ça va là? C'est pareil. C'est mieux? Vous entendez ou Non, je ne saurais pas faire. Bon. En revanche, on peut échanger, je crois que mon micro est plus fort. Oui, dans les activités qui me plaisent, il y a l'adaptation en pièces radiophoniques d'auteurs comme Conan Doyle ou Edgar Poe ou Fantomas d'Alain Souvestre, parce que moi ce qui me plaît dans mon travail, c'est de mélanger les genres, littérature populaire, policier fantastique, philosophie, pourquoi pas, et donc travailler sur des pièces radiophoniques, c'est déjà ça présente pas un intérêt. Le premier, c'est une dette à payer. Moi, je suis très important que les auteurs qui m'ont marqué, qui m'ont dirigé comme Edgar Poe ou Conan Doyle, que à ma façon je paye ma dette, si tant est que j'ai réussi à la quitter. Ça c'est important. Et ensuite, les pièces radiophoniques, il y a des apprentis auteurs
si entraînez-vous à raconter un récit avec seulement des lignes de dialogue. C'est extrêmement difficile et c'est très enrichissant. Ça vaut tous les ateliers d'écriture. Par exemple, au lieu de... Imaginons que vous ayez une scène avec un zeppelin, vous avez un personnage dans une narration normale qui contient des parties descriptives, vous allez devoir dire, bon, ce zeppelin mesure, je sais pas moi, 50, je sais pas combien mesure un zeppelin, tant de mètres, il a 2 moteurs, etc. Et vous allez vous autoriser une partie descriptive longue, tandis que dans une pièce radiophonique, toutes ces informations doivent passer par un dialogue. Donc vous allez avoir un personnage qui va dire mais c'est un zeppelin, l'autre qui va dire oui, d'ailleurs il mesure tant de mètres, etc. Et le premier va reparler en disant et à ce que je vois il est animé de moteur, etc. C'est-à-dire que la radio c'est une vraie école d'écriture et c'est un genre qu'on croyait complètement passé qui en fait est très intéressant. Et c'est un exercice d'autant plus difficile parce que c'est le maximum de contraintes pour une narration assez simple. Parce que quand vous travaillez pour la radio, vous travaillez pour des auditeurs, c'est-à-dire des gens qui font autre chose en général. Il est très rare que vous ayez des auditeurs qui sont assis et qui écoutent religieusement l'émission. Donc vous devez écrire quelque chose, et c'est de l'écriture, qui retienne l'attention de quelqu'un qui est occupé à faire autre chose. Je vous assure que c'est pas évident. Voilà. Voilà, pour ce qui concerne la radio. Donc, comme on n'est pas très nombreux, je vous propose une forme relativement large, donc n'hésitez pas à tout moment à nous interrompre, à poser des questions. Je vais peut-être poser la première néanmoins. Vous parlez de ce spectre très large d'activités. Est-ce que c'est un choix de ta part? Est-ce que c'est lié à une vision particulière de l'unité de la littérature et de la science-fiction? Est-ce que c'est une recherche de tes limites du domaine qui te résisterait, ou au contraire de celui qui te conviendrait mieux? C'est un peu de ça. Alors déjà, quand j'ai appris que je devais faire un exercice, parler de 2 mois pendant 1 heure, ça ne m'intéresse pas parce que c'est un sujet que je connais, donc je ne vais rien apprendre pendant 1 heure. Donc par contre, vous parlez d'autres choses. Alors oui, c'est certainement un besoin d'explorer différentes activités qui sont complétives et de voir où est-ce que je peux, quelles sont mes limites, quels sont les combinatoires possibles. Par exemple, pour la collection Pandore, pour moi c'est une nécessité de défendre les auteurs français. C'est un passage de relais. Je suis ravi et fier d'avoir publié par exemple des gens comme Estelle Fay. C'est important et ça m'embête cet exercice pour une bonne raison, c'est que contrairement à une idée répandue en France, qui est héritée du romantisme du XIXe siècle, l'homme et l'auteur, l'homme et l'artiste, ça n'a rien à voir. Moi je me rappelle au lycée, au collège, que ça me faisait suer de savoir qu'un tel il avait écrit ça parce qu'il avait connu un deuil ou... non, c'est pas vrai. C'est typiquement le type d'exercice qui va à l'encontre de ce qui est pour moi la condition d'un écrivain, ce que je suis en train de faire. S'il y a bien un art où il n'y a pas besoin d'éléments autobiographiques, c'est l'écriture. Et l'art en général, de toute façon. Pour apprécier Beethoven, vous n'avez pas besoin de savoir, pour apprécier le Requiem de Mozart, vous n'avez pas besoin de savoir si Mozart était en deuil ou pas. Vous connaissez ce que Léonard de Vinci pensait quand il peignait la Joconde? Non. Toute la statuaire grecque, ils sont anonymes, les artistes. Et c'est pire encore pour la littérature. Le gars qui a écrit Winnie l'ourson, c'est pas Ted l'ours, c'est pas un petit ours. Il n'y a pas besoin d'être une femme pour écrire un personnage de femme, pas besoin d'être un homme pour l'inverse.
Stephen King n'a pas été clown dans sa vie chez McDonald's pour écrire ça. Et c'est typiquement là ce qu'on est en train de faire, l'exercice qui me déplaît. Ça serait appelé, vous allez mauvais genre, vous parlez l'écriture à la limite, mais parler de moi, ça présente aucun intérêt. Ça en présente pour ma famille, mais ils sont pas là, ils ont rien à foutre, d'ailleurs ils sont même pas venus. Et c'est très bien comme ça, c'est très très bien. On n'est pas là pour parler de sa vie, mais des choses. Bien. Alors, bonjour. Vous disiez justement que Stephen King n'a jamais été clown. Et justement, dans une œuvre de science-fiction où il y a une fantaisie fantastique comme fait Stephen King, justement, on n'est pas obligé de se tenir à 100% dans le rôle du personnage, alors que dans des œuvres plus littéraires, plus réalistes, est-ce que justement c'est pas un être de savoir exactement comment ça se passe? Tout le monde a entendu la question? Pas du tout. Je vais résumer la question, je ne suis pas sûr que tout le monde ait entendu. En substance, arrête-moi si je te trahis. Est-ce qu'il n'y a pas une spécificité de la science-fiction pour laquelle effectivement on peut se permettre de ne pas être un personnage, et alors que dans d'autres types de littérature plus réaliste, il pourrait être utile d'avoir été clown, pour parler du clown de McDonald's? Non, je pense pas. Bon, déjà, dans l'imaginaire, c'est flagrant, mais ce serait tellement réducteur. On n'écrirait que sur ce qu'on connaît et sur la limite de ce qu'on est. Il ne suffit pas d'éprouver des sentiments ou d'avoir connu des actions, même graves, même pathétiques, littéralement, pour écrire des... Il faut regarder les blogs, il n'y a rien de littéraire dans les blogs, ça ne suffit pas. On peut respecter le drame de quelqu'un qui a vécu un deuil et qui le raconte sur un blog, mais ça n'en fera pas. Les bons sentiments ne font jamais des bonnes fictions, hein, c'est bien connu. Et c'est pareil en littérature générale. Ça voudrait dire que la littérature se réduit au vécu plus ou moins extrapolé, et qu'il y aurait la littérature de l'imaginaire, pour faire simple, qui inventerait, mais non. Honnêtement, prenons quelqu'un de Balzac, on s'en cogne de sa vie quand on lit Balzac, ça ne présente pas d'intérêt. Et c'est, à mon sens, ce qui réduit trop l'approche des textes dans l'enseignement en France. Le fait d'en faire un tout biographique, ça ne présente strictement aucun. Ça peut avoir un intérêt affectif, ou la vie de Kafka, c'est marrant, savoir que Kafka ne correspond pas du tout au Kafka où ça représente. Il adorait aller au bordel, il adorait manger, on imagine le Kafka gastronome, il adorait plaisanter, etc. Mais ça ne présente aucun intérêt. C'est pas de savoir que ce qui est Kafka dans la vie qui explique la métamorphose. Il vaut mieux être atteint d'un cancer ou connaître un eczéma atroce pour comprendre la métamorphose, plutôt que de connaître la vie de Kafka. En réalité, c'est-à-dire que la métamorphose de Kafka, on la comprendra mieux quand on a vécu, quand on a compris la répugnance qu'on peut avoir à l'égard de quelqu'un qu'on a aimé, plutôt qu'à travers les dates de la vie de Kafka. On s'en cogne, on s'en fiche, ça ne présente aucun intérêt, ça. Et donc, par définition, ce type d'exercice auquel je me prête, mais ça ne présente aucun intérêt. Enfin, moi en tout cas. Et est-ce que ça ferait justement pas une œuvre plus authentique? Pardon? Est-ce que ça affecte l'authenticité de l'œuvre? Pas du tout, c'est indépendant. Je sais pas, quand Tolstoï écrit Guerre et paix, il peut pas, vu l'épaisseur du bouquin, il n'a pas pu vivre intensément la narration de Guerre et paix pendant tout le temps d'élaboration du bouquin. Peut-être qu'il allait acheter du pain, il est allé rigoler avec... Ça n'a rien à voir. La création littéraire et la vie n'ont rien à voir. On peut... de toute façon, on en arrive même à des comportements absurdes. Un acteur qui joue un rôle dans une pièce de théâtre va jouer le rôle
qu'il n'a pas créé lui, mais qui a été écrit par un auteur qui n'a pas été lui-même le personnage, mais qui l'a inventé. Or, à la fin, on a une prestation de qualité si l'acteur est bon. Donc, c'est bien la preuve qu'on n'a pas besoin d'insérer des éléments biographiques pour faire des œuvres d'art. Ou pour le dire plus simplement, il n'y a pas besoin d'être cocu pour jouer le rôle d'un mari qui connaît l'adultère, c'est pas la peine. Il est peut-être déjà clair après cette première minute qu'une autre caractéristique de Xavier, c'est son franc-parler. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans tes critiques. Le milieu de la science-fiction, le milieu littéraire en général sont des milieux où en public, du moins, tout le monde est beau, tout le monde est gentil et on dit souvent que du bien des œuvres qu'on a lues comme critique. C'est pas le cas de Xavier, qui peut être très tranché dans ses avis, y compris très négatif. Est-ce que c'est un rapport, d'abord, est-ce que c'est un trait de personnalité ou est-ce que c'est une vision particulière de la littérature et de rapport à l'art en général? Oui, je crois. Bon, c'est marrant, j'avais pas vu arriver, mais tant qu'à faire, parlons-en, justement. Je collabore à Bifrost, qui n'est pas connu spécialement comme étant une revue modérée, mais je parle en mon nom, mais je ne pense pas trahir l'esprit de la revue en disant qu'il y a une intégrité. Alors après, on peut discuter pendant des heures de la manière d'incarner cette intégrité, du droit qu'on a à parler mal d'un livre. Étrangement, on ne nous dénie pas le droit de parler bien d'un livre. C'est très ciblé comme critique, c'est quand on en parle mal. D'accord, bon. Ça voudrait donc dire que, par une espèce de monumental orgueil, les écrivains livreraient des productions et n'attendraient que, au pire, le silence, au mieux, les lauriers, les succès. Non, on a pris une responsabilité, on va jusqu'au bout. Il y a aussi un truc pire, c'est l'auto-édition, c'est un petit éditeur, donc il ne faut pas taper dessus. Ben non, c'est dans l'arène. Dans l'arène, il y avait des gladiateurs, il y en avait qui étaient costauds, il y avait qui n'étaient pas costauds, il y avait des costauds qui mouraient, des pas costauds qui mouraient, ça aussi, c'est comme ça. Et aussi, il y a une espèce de respect pour le lecteur, parce que nous, on les reçoit en général en service presse, on ne les paye pas, mais les lecteurs payent les bouquins. Si on peut leur dire que le bouquin, c'est du bon sens, vaut pas le coup. Alors après, on va se balancer des trucs du style tous les goûts sont dans la nature, il ne faut pas dire j'aime pas, mais je n'aime pas, il ne faut pas dire c'est pas bon, mais je n'aime pas. Oui, bien sûr, oui. En attendant, oui, il faut y aller, hein, comme ça. En attendant, oui, il y a en tout cas une honnêteté d'écrire ainsi de certains livres. Oui, parce que les livres, le temps qu'on passe à lire des mauvais livres, qui nous le rendra? Voilà, donc non, c'est parfaitement assumé, ça. Tout à fait. Justement, mais c'est cohérent, c'est-à-dire que tout à l'heure, je vous ai dit que, en ce qui me concerne, l'élément biographique et la littérature, c'est coupé, c'est pareil quand je lis des bouquins, je ne m'en prends pas à l'auteur, enfin rarement, je m'en prends au bouquin, dans la mesure où j'établis la distinction en commençant par moi, je n'ai pas eu de problème. C'est de tel ou tel livre que je parle. Oui. Il y avait beaucoup plus dans la littérature de l'imaginaire, de biographie, d'essais et de textes analytiques que dans la littérature. Oui, il y a beaucoup plus de production littéraire que d'essais, d'analyse, de biographie. Justement, là, on a probablement, vous avez probablement raison en répondant vite, oui. Cela dit, ce sont des genres qui génèrent des études, des essais, et qui le font très bien. Justement, Eric Picheux, qui patiente à côté de moi, a écrit avec Hugo Bellagamba un très très bel essai
biographique sur Robert Heinlein qui est paru au Mouton électrique. Et justement, dans cet essai, bon, on va couper tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Je vais faire une critique de... On va changer les rôles. Tout en... oui, et puis je vais te passer le micro. Moi, ce qui m'intéresse dans cet essai-ci, pas dans l'essai en général, c'est qu'il y a une part biographique, oui, qui est présente, qui est intéressante. Il y a certainement des passerelles entre la vie d'Heinlein et sa production littéraire. Bien sûr, lui, il faut quelque chose, mais il y a aussi des analyses. Et dans la partie imaginaire, dans la science-fiction notamment, il y a moins d'essais en fantaisie pour l'instant. En science-fiction, il y a quand même maintenant de belles bibliothèques sur les robots, sur le voyage dans le temps. Il y a eu une très belle édition de la revue Pataphysica sur les voyages dans le temps au mois de juin, qui n'avait jamais été fait, un petit bijou, etc. Mais la production d'essais en littérature de l'imaginaire, elle existe. Vous avez par exemple la maison d'édition Les Moutons électriques, qui est maintenant presque exclusivement consacrée aux essais. Mais j'en reviens à l'essai d'Heinlein. Moi, ce qui m'intéresse, bien sûr qu'un auteur va s'inspirer de son vécu, mais vous avez un philosophe des sciences qui s'appelle Gerald Holton, qui dans les années 70 a distingué la science privée de la science publique. La science privée, c'est ce que Einstein faisait chez lui. Donc il joue du violon, il regarde par la fenêtre, il se fait un thé, il écrit un petit truc. C'est toute cette espèce d'amas de fait qui compte la partie personnelle, la partie privée, de la physique, du violon, bref, toute la vie privée d'Einstein. Puis tout ça est passé au tamis, c'est filtré, de manière à ce que la communauté scientifique reçoive quelque chose qui soit la science publique, c'est-à-dire la relativité, pour faire simple. Bon, à quoi ça sert de savoir qu'Einstein y jouait du violon? On s'en fout. Ça a été très bien démontré sur un essai sur Gödel de Kasunoges qui montre que Gödel était fou, pour faire simple, mais fou de manière... par exemple, à Princeton, il attendait que Einstein vienne le chercher chez lui pour traverser le bois qui menait à l'université, parce qu'il y avait un lutin, Gödel, donc Einstein, tous les matins, allait chercher Gödel, oui, il y a le lutin, oui, ça va, on arrive, c'est bon. Bon. Ça montre bien que toute la partie personnelle et privée, elle est littéralement personnelle et privée. Et donc, un essai n'est intéressant que s'il fait la distinction entre les deux. Et en littérature, c'est flagrant. En science, c'est flagrant. Vous n'avez pas besoin de savoir quoi que ce soit de la vie des scientifiques pour utiliser les outils qui mettent au point. Et justement, toi, quand tu travailles avec Hugo sur Heinlein, quel est pour toi le rapport qu'il y a entre le Heinlein privé et le Heinlein écrivain? D'abord, j'assume une forme de saint-simonisme. Pour le coup, je crois effectivement que pour une part, pour certains auteurs, pas pour tous, en particulier pour Robert Heinlein, une bonne partie de son œuvre s'interprète à la lumière de sa vie, en particulier parce que c'est une œuvre militante. Robert Heinlein était avant d'être un écrivain, était un officier, c'était un homme politique américain, il a une carrière politique ratée essentiellement, mais il avait pour ambition de changer le monde et de changer la vie, et ensuite il est passé à l'écriture pour continuer ce travail-là par d'autres moyens. Donc c'est une œuvre à programme, beaucoup plus qu'une œuvre littéraire. Mais je vais quand même te renvoyer la balle, parce que c'est de toi qu'il s'agit. Pour Heinlein, l'Amérique est clairement au centre de l'œuvre d'Heinlein. C'est une œuvre, c'est un patriotisme à échelle. Il y a le patriotisme local, les États-Unis, puis il y a les États-Unis, et puis il y a l'humanité, la race humaine tout entière. Il y a un patriotisme terrien et humaniste. Mais l'Amérique a beaucoup de place parce qu'il est avant tout américain. L'Amérique a aussi beaucoup de place dans ta propre œuvre. Alors que pour le coup, ce n'est pas un élément biographique qui permet de l'expliquer. Tu n'es pas américain, je ne suis même pas sûr que tu aies passé beaucoup de temps aux États-Unis. Qu'est-ce qui explique cette fascination pour la mythologie américaine? Parce que on la retrouve, il y a une œuvre que tu avais signée ou que tu avais co-signée, Wayne Barrow,
Oui, qui est une histoire en gros de vampires dans l'ouest des cowboys. Même un polar, Gotham, qui se passe... Il y a Polar, il y a Lilliputian qui décrit Coney Island et des mondes. Enfin, les mythologies populaires américaines occupent une très grande place dans ton œuvre. Et pour le coup, ni parce que tu es américain, ni parce que tu es spécialiste des mythologies, en tout cas dans ta vie dans le civil. Qu'est-ce qui explique cette place essentielle d'Amérique? Justement, oui, effectivement, ça tend à confirmer qu'il n'y a pas besoin d'être humainement impliqué dans quelque chose pour... Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est... Je crois que je vais en parler dans une heure. Si ça vous intéresse, dans une heure, je parle de la constitution de la mythologie américaine. Ce qui m'a intéressé, c'est une occasion rare, c'est que, sauf erreur de ma part, il faut voir avec Israël, mais Israël, c'est très particulier. Les États-Unis est le seul pays dont on peut, assez récemment, constater l'apparition, la création d'une mythologie, de légendes urbaines, d'un imaginaire proprement américain, de symboliques qui sont extrêmement riches et nouvelles. Et donc, c'est l'Amérique parce que c'est l'Amérique, c'est une tautologie, ça aurait pu être un autre pays, mais il se trouve que c'est l'Amérique qui, vers la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, va presque de manière concertée créer sa propre mythologie. Donc moi ça m'intéresse en tant qu'objet d'étude, parce qu'en plus c'est une mythologie qui est pas neutre. Les Autochtones, on s'en fiche. L'Amérique, elle influe, il n'y a qu'à voir aujourd'hui, elle est dans la librairie, elle détermine complètement nos goûts, nos choix à la télé, dans les livres, etc. Donc c'est une espèce de phénomène de feedback. Et je m'intéresse à la création d'une mythologie en Amérique pour peut-être comprendre comment elle revitalise, elle redynamise notre propre mythologie. Et est-ce que tu as vocation à en dériver aussi une réflexion sur le roman national français, ou est-ce que c'est purement pour le plaisir de jouer avec le roman américain? Alors non. Mon prochain travail, c'est... je finis de cet intérêt sur l'Amérique, c'est la rencontre fictive entre Freud et Houdini à New York en 1909. Donc un juif européen, un juif de Brooklyn, c'est intéressant. Et après, justement, je vais m'intéresser à la France et à l'écriture française. Ça fait environ 3 ans que je lis principalement de la littérature française des années 1900 à 1950, parce que le français me semble... Ouais, parce que quand on lit des traductions, on ne lit pas du français. Hein. Si vous voulez lire du français, il faut lire de la littérature française. C'est vrai, hein. La traduction, c'est pas du français. C'est pas du mépris, hein. J'ai pas de mépris, mais vous vous rendez compte quand vous lisez certaines plumes françaises qu'il y a une langue derrière. Bon, bref. Et j'ai envie d'écrire une farce basée sur une histoire vraie. Kafka a pris 10 jours de vacances à Paris en 1910. Il y est allé avec Max Brod, un ami écrivain lui-même. À l'époque, Kafka n'avait jamais rien écrit. Tout ça est vrai. Hein. Avant de partir, ils sont allés voir leur éditeur, Kurt Wolf, qui leur a dit, bah, écoutez, puisque vous êtes là, les gars, ils étaient très jeunes, hein, ça me plairait bien d'écrire un guide de voyage sur Paris. On ne sait pas ce qui s'est passé, c'est authentique, hein, mais quand ils sont rentrés, ils ont donné une feuille de papier froissée à Wolf où il y avait écrit un nom d'hôtel et un nom de restaurant, et dans le mois qui est suivi, Kurt Wolf a fermé sa maison d'édition, il était ruiné. Et j'aimerais imaginer comment une espèce de very bad trip à Paris entre Kafka et Brod, surtout que ces contemporains de Modigliani, de Picasso, d'Apollinaire, je vais imaginer comment ces deux Allemands, espèce de Spirou et Fantasio Teuton, débarquent à Paris, comment Brod va se faire tatouer un énorme cafard sur le ventre par Picasso un soir de beuverie, et comment Kafka, qui avait jamais pensé à écrire jusqu'à maintenant, va écrire, et comment la note qu'ils vont laisser, la note d'hôtel, de police, comment
comment le procès de Kafka vient de l'administration parisienne, etc. Comment toute l'œuvre de Kafka va sortir de 10 jours de vacances à Paris. Et là, justement, je travaille beaucoup sur les expressions parisiennes, en plus le français de Paris, le français des années 1900, je me documente, etc. Et il sera écrit à la française. C'est-à-dire que c'est faire un pastiche d'une langue pratiquement pure qui est la langue française de l'époque. D'autres remarques, d'autres questions? Sur ce genre de biographie, la biographie de l'auteur, pourquoi faire des biographies de personnages fictifs? Quelle est la motivation Pour la raison opposée à celle que je présentais, autant la biographie d'un auteur présente aucun intérêt dans une création fictive, autant la biographie d'un personnage fictif, c'est intéressant. C'est en fait l'opposé. Je préfère m'intéresser à la vie de quelqu'un qui n'existe pas qu'à la vie de quelqu'un qui existe mais qui ne m'intéresse pas. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe avec une contradiction? Est-ce que tu disais à propos de Kafka à l'instant? Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Est-ce que tu nous disais à propos de Kafka qui est un personnage non, justement, historique? parce que moi, ce qui fait que Kafka a écrit telle ou telle chose ne m'intéresse pas. Au point d'ailleurs que je peux inventer des raisons qui ont poussé Kafka à écrire et à aboutir au même résultat. De toute façon, il publiera le procès, la métamorphose, etc. Ça présente... D'ailleurs, pour le projet Kafka à Paris, pour une fois, je ne vais pas me documenter. C'est-à-dire que j'ai réduit exprès le nombre d'informations à 10 informations. J'ai le nom de son hôtel, le nom d'un bordel, le nom du café où elle est Picasso, Modigliani, et le reste, je vais inventer. Non, justement, une manière de montrer qu'on peut raconter n'importe quoi ou ne rien raconter sur la vie d'un écrivain, ça ne change rien à l'œuvre. Et d'ailleurs, on peut même, ce qui rejoindra le travail sur Sherlock Holmes, expliquer avec force détail que si Kafka a écrit la métamorphose, c'est parce que Max Brod s'est fait tatouer un cafard géant sur le ventre, et ce sera très plausible. Donc Kafka a écrit le procès parce qu'il s'est retrouvé avec Max Brod dans un commissariat de police à 3h du matin en attendant l'arrivée du juge, dans une langue qu'il ne comprenait pas, et ce sera très, très cohérent et ce sera suffisant comme explication. Tu nous parles d'un tatouage géant de cafard. Je parlais tout à l'heure de la fin du monde dont le protagoniste est essentiellement découpé en lamelles, soigneusement. Tu as un rapport au corps assez extrême, assez particulier. C'est aussi une volonté de décrire des choses extrêmes, ou c'est une vision, ou est-ce que tu conçois le corps comme un corps volontiers souffrant ou volontiers porté à l'extrémité? Oui, j'ai deux thèmes qui m'intéressent beaucoup, c'est le corps et la vie, que je fais souvent jouer en résonance. Par exemple, dans la Vénus atomique, où il est question de construire un humain, ça se passe dans Berlin, qui est déconstruit au fur et à mesure. Les Lilliputiens, ils sont tout petits, ça se passe dans une ville de nains. American Gothic, ça se passe à Chicago. Et il y a le personnage a des problèmes physiques. C'est bon. Oui, j'établis un rapport et j'aimerais. J'ai un projet de science-fiction là plus tard sur le tatouage en rapport avec les inscriptions sur les murs. Je me suis rendu compte que le plus ancien club de tatouage européen, c'était un bar très mal famé qu'il y avait à Bristol. Et il y a eu des reportages photos, enfin on n'a pas des reportages, il y a eu des photos faites dans les années 30 dans ce club, qui sont magnifiques, mais qui sont des tatouages qui n'ont rien à voir avec les tatouages de maintenant, qui sont des tatouages âpres, selon nos critères probablement mal dessinés, qui sont beaucoup plus parlants. Bon. Et Bristol est l'une des villes qui a été pilonnée par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Et j'aimerais travailler sur un récit qui mettrait en résonance les tatouages sur le corps des gens de Bristol et les graffitis sur les murs de Bristol à ce moment-là, comme une espèce de magie urbaine, magie protectrice,
avec un petit peu de thermodynamique pour faire passer tout ça, et puis la chose est faite. Voilà. Deuxième principe de la thermodynamique qui expliquerait tout ça de manière plausible. D'autres remarques? Moi, j'aimerais revenir, j'ai évoqué tout à l'heure en passant le fait que tu étais dans le civil professeur de philosophie. J'imagine que le fait d'être professeur, pour le coup, n'a pas forcément d'influence majeure sur ton œuvre, donc il n'y a pas grand-chose de didactique. En revanche, j'imagine que la philosophie et le fait d'avoir une formation de philosophe et un peu de théologie, je crois, voire considérablement de théologie aussi, a une influence sur ton œuvre. Tes textes sont rarement des textes philosophiques, mais sont toujours, ou très souvent, des textes avec des résonances philosophiques et sur lesquels on peut s'appuyer pour jouer avec des concepts philosophiques. Est-ce que c'est délibéré? Est-ce que c'est un accident lié à ta formation? Est-ce que c'est un projet aussi habituel? C'est pas un projet, c'est plus ou moins délibéré, mais on ne peut pas dire que ce soit intentionnel, mais oui, c'est sûr que la philosophie a peut-être fait que je suis devenu écrivain, a simplifié des questions, mais au bon sens, hein, à clarifier plutôt des questions. On a développé des nouvelles, des choses auxquelles j'aurais jamais pensé. Et en ce qui me concerne, mais par contre, vous voyez, c'est pas biographique, je parle d'une formation. La philosophie a été déterminante, mais pas comme révélation ou quoi, c'est que c'est un formidable outil. Notamment en ce qui me concerne, je suis plutôt classique dans mes choix. Donc les Grecs, Descartes et la phénoménologie que j'utilise beaucoup. Mais à titre d'outil, ça m'a beaucoup simplifié l'existence au bon sens du terme. Voilà. Ça a simplifié ton existence d'auteur? Oui. En quel sens? Ça a permis de clarifier des choses, de soulever des problèmes, de les poser intelligemment, toutes choses que moi, j'aurais pas su faire. D'où encore l'importance et la modestie nécessaire d'un auteur. Il y a des tas de problèmes qui sont séduisants, mais que j'aurais jamais trouvé par moi-même. Il faut être, par exemple, la notion de rapport au corps, des choses, le fait qu'on soit perméable au regard de l'autre, on le découvre peut-être intuitivement dans la vie, mais quand c'est expliqué clairement, c'est du temps de gagner. On gagne beaucoup de temps avec la philosophie. Tu prêches à le convaincu? Oui. Mais du coup, je serais tenté de poser la question complémentaire. Est-ce que le fait de ne pas avoir une formation scientifique peut être un handicap pour un écrivain de science-fiction? Ça a d'abord été un handicap pour moi. Je regrette, on ne peut pas tout faire, mais je regrette d'être nul en sciences. Parce que on ne peut pas tout faire, hein, tout simplement, mais je regrette parce que c'est très riche. Et oui, bien sûr, dès lors qu'on met un peu de sérieux dans ce qu'on écrit, ça me coupe de quantité de fiction que je ne peux pas écrire parce que j'ai pas les outils et j'ai même pas le fond scientifique qui me permettrait de dégager une intrigue. Je ne les ai pas. Mais bon, j'ai d'autres choses. Je tape ailleurs, dans l'anthropologie, dans la religion, dans ma boîte à outils, mais non, je n'ai pas les outils scientifiques. On peut faire illusion le temps d'une phrase, mais ça relève de ça relève d'ornement éventuellement, mais de fond, non, bien sûr, non, et ça me manque. Je ne suis pas sûr d'avoir tout entendu, mais en substance, moi si je te trahis, la science, les sciences dures, les sciences physiques, les sciences exactes ne sont pas les seules solutions. Tu parlais tout à l'heure d'anthropologie, il y a bien sûr toutes les sciences humaines et sociales. Et est-ce qu'il est nécessaire véritablement de faire une dichotomie entre une science-fiction proche des sciences, avec toutes les guillemets qu'il faut, qui serait celle des sciences dures, et une science-fiction qui utilise
ouais, qui joue plutôt avec les sciences humaines et sociales. Est-ce que ce ne sont pas simplement les mêmes mécanismes qui sont à l'œuvre dans le rapport à la science? C'est une question qui est très intéressante, auquel je pense. Je ne sais même pas si j'ai de réponse clé en main. Je ne pense pas que ce soit les mêmes mécanismes. Par contre, en tant que dignité, je pense qu'effectivement, une science comme l'anthropologie ou l'histoire mérite tout autant d'être appelée science que les mathématiques. Je ne sais pas par contre. Mais je vous écoutais, j'entendais des brides et je pensais à autre chose. Par exemple, j'ai fait des études de théologie. Bon, avec mon épouse. Et c'était qui est prof de philo. C'était une démarche intellectuelle, c'est très intéressant, au sens où, justement, ça ne relevait pas de la croyance. J'ai des théologies catholiques. Bon. Ça ne relève pas de la croyance, nous ne sommes pas catholiques. Bon. On est allé faire ces études, et ces études, elles étaient ouvertes aux gens qui n'étaient pas destinés à la prêtrise, etc. Bon. Mais il y avait des croyants. Et c'était terrible, parce que, là j'en ris, mais il y avait des vrais drames. On avait notamment un prof qui était jésuite jungien, vous imaginez. Hein. En plus, il mettait un point d'honneur à répondre aux clichés jésuites. Il devait mesurer 3 mètres, peser 20 kilos, décharné, né en bec d'aigle, magnifique, le jésuite, c'était vous imaginez. Et il y avait des gens qui ont eu peut-être le tort, à mon avis, d'aller expliquer ce à quoi ils croyaient, de chercher des certitudes cognitives, rationnelles, alors qu'ils étaient dans le confort de la foi, ce qui est estimable. C'est comme ça. Ils ont eu le tort de vouloir tout. Et là, ça n'a pas marché. Et je me souviens qu'il y avait une femme d'une trentaine d'années, mais qui était aux abois, c'était douloureux, et qui avait dit à ce prof, mais enfin, Marie, quand elle accouche du Christ, de Jésus, elle est vierge, avec des yeux, disons, et il l'a regardé, alors imaginez une espèce d'aigle qui la regarde et qui a répondu ça. Un jésuite. Hein. Donc c'est pour ça, je pense qu'on peut avoir un intérêt profond, mais il faut se séparer les choses. Et là aussi, c'est toujours quand on y revient, cet élément autobiographique, ils ont payé, hein, ils ont voulu jouer, ils ont perdu. Hein, il y en avait beaucoup là. Alors qu'à titre d'objet intellectuel, c'est passionnant, c'est absolument passionnant. Mais en sachant ce qu'on y met et en sachant ce qu'on en attend. Mais à titre purement intellectuel, c'était passionnant. Il n'y a pas besoin de croire, d'autant que c'était une formation quand même assez ouverte. Je vous dis, un jésuite jungien, j'avais un prof d'anthropologie qui avait 2 trous dans les joues, il s'était pris une flèche. C'était génial. Et il y avait des protestants, il y avait même des théologiens protestants, et c'était intéressant de voir comment intellectuellement, par exemple, et ça participait à ma formation, ça, comment les théologiens protestants expliquaient que c'est dans la mort du Christ sur la croix que Dieu, le Père, comprend la mort, vit la mort. C'était brillant, ça, comme explication. Il lui fallait ça pour enfin faire le tour de sa créature, qui jusqu'alors était d'une certaine manière supérieure à lui, puisqu'elle connaissait quelque chose qui lui était étranger, la mort. Bon, bah, des choses comme ça, il n'y a pas besoin d'être croyant, c'est une beauté de démonstration, c'est quasiment esthétique comme démonstration, mais justement, il n'y a pas de part autobiographique là. Moi j'avais fait, il fallait faire plusieurs devoirs de fin d'études, j'avais fait l'Église catholique sous le Troisième Reich. C'était quand même assez ouvert, hein, surtout les conclusions n'étaient pas géniales hein, pour eux. Est-ce que les connotations religieuses, certaines de tes œuvres ont eu des conséquences critiques? Est-ce que tu as eu des échos violents liés au risque que tu prends avec la théologie à certains moments, ou est-ce que c'est passé comme des pures fictions J'ai eu
Non, en général, j'ai pas eu de problème, mais quand j'en ai eu, c'est de manière assez déstabilisante parce qu'on ne peut rien dire. C'est des critiques déjà du milieu, ça n'a jamais été des critiques hors milieu, et c'est des critiques qui rejettent l'intérêt qu'on peut avoir pour le sacré. Comme si parler d'une chose faisait qu'on y adhérait pleinement. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le sacré en général, quitte à ce que ce soit effectivement un acte de cannibalisme perpétré dans l'ONU, comme dans la nouvelle. C'est à l'intérieur de l'ONU que ça se passe. Moi, c'est la dimension de sacré, mais je trouve dommage, je trouve triste qu'on se coupe des objets d'intérêt intellectuel parce qu'on confond l'objet et le sujet qui en parle. Ah oui, des fois j'ai eu sur cette partie-là justement, sur tout le travail sur le sacré, des critiques, mais elles sont assez rares. Puis je m'en fiche en fait. Ces critiques-là, je m'en fiche. Est-ce que tu as toujours joui d'une parfaite liberté de choix de tes textes? Tu as des textes qui sont parfois un peu extrêmes. Est-ce que des éditeurs t'ont fait des remarques de ce point de vue, ou est-ce que la qualité d'un texte suffit à garantir sa publication? J'ai toujours eu beaucoup de chance avec ça, mais non, j'ai toujours eu beaucoup de chance avec ça, dès le début. J'ai jamais eu de censure, même élégante, même polie. Non, j'ai jamais eu de problème avec ça. Non. Et même en tant que directeur de collection, il m'est arrivé de faire passer des choses énormes. Je me rappelle, j'avais dirigé un livre de Marianne Lecomte, un très joli livre, dans lequel, livre pour la jeunesse, hein, mais pas les young adultes, hein, les enfants, dans lequel il y avait une scène quand même où il y avait un voleur qui se faisait dévorer vivant par des cochons, par des porcs, appartenant à un eunuque, dans un livre pour la jeunesse. Et bon, quand on a montré ça, nous on y allait franco avec Marianne, et le directeur littéraire nous avait dit quand même, et on lui avait dit « Ah mais c'est culturel !» Ça se passait comme ça, il nous avait dit reconnaissant « Ah bon, d'accord. » L'argument culturel, c'est très bien ça. Quand il y a un truc qui dérape, ah, c'est culturel. Une ou deux dernières questions? Je ne sais pas si on a réussi à vous assommer. En dehors de l'exercice biographique, si je ne sais pas à quelle heure, je crois que c'est à 6h, à 7h, 19h30, à 19h30, je dois parler de la constitution de la mythologie américaine. Donc là, c'est autre chose. Et si ça vous intéresse, venez, parce que vous apprendrez des trucs bizarres. Et si vous voulez tout savoir sur la symbolique des M&M's, ça va très loin. Sur que signifie chaque couleur des M&M's, je vous donne rendez-vous tout à l'heure. C'est à l'Atlantique, je crois que c'est à 19h ou 19h30, un truc comme ça. Oui. À 19h, donc à l'espace Chaillot, les Atlantides entre utopie et science-fiction. Reste remercier Xavier de s'être prêté au jeu malgré ses réserves initiales. À vous remercier à tous d'être venus à et de votre participation. Je vous souhaite un excellent festival, une excellente fin de festival. Bravo et merci à tous.